Bonjour, dans ce nouvel épisode, dans cette première partie théorique, on va aborder les notions de base du diac, qu'est-ce que le diac et comment ça marche. Comme le symbole nous le montre, le diac est une sorte d'assemblage de deux diodes montés en parallèle et en sens inverse. Donc on comprend tout de suite que le diac pourra laisser passer le courant alternatif puisqu'il sera passant dans un sens avec une diode et dans l'autre sens grâce à l'autre diode. La première caractéristique du diac, c'est sa tension de passage. On parlera d'ailleurs de tension d'amorçage. Contrairement à une diode classique qui a une tension de seuil très basse, environ 0,7 volts, le diac aura besoin d'une tension beaucoup plus élevée pour devenir passant, en général entre 18 et 32 volts selon les modèles. Un petit peu comme une diode Zener. Alors pourquoi un diac a besoin d'autant de tension pour devenir passant? Pour l'instant, je ne le sais pas encore. La deuxième caractéristique du diac, c'est son comportement une fois qu'il est devenu passant. On va voir ça grâce à son schéma de fonctionnement. Le voici. Si par exemple sa tension de seuil, ou plutôt tension d'amorçage, était de 30 volts, on appelle d'ailleurs cette tension d'amorçage VBO, et bien tant qu'on n'a pas 30 volts aux bornes du diac, le diac est bloquant. Par contre, dès qu'on lui applique une tension supérieure à sa tension d'amorçage qui serait de 30 volts dans notre hypothèse, donc 30 volts à ses bornes, il devient passant, mais immédiatement après être devenu passant, la tension à ses bornes va fortement chuter et le courant le traversant ne sera plus limité par le diac. On parle alors d'un effet de résistance négative. Si le circuit ne limite pas le courant du diac, le diac pourra cramer, donc il faudra limiter le courant traversant ce diac grâce à notre circuit. Donc on voit qu'une fois le diac amorcé à 30 volts, la tension aux bornes du diac va fortement chuter tout en maintenant le diac passant. Et le diac restera passant tant qu'il sera traversé par un courant minimal qu'on appellera courant de maintien, en anglais holding current, d'où le sigle IH. Si le courant qui traverse le diac devient trop faible, donc en dessous de son courant de maintien, le diac sera désamorcé. Et pour le réamorcer, il faudra à nouveau lui appliquer une tension à ses bornes de 30 volts dans mon exemple. Et du coup, ce courant de maintien représente la troisième caractéristique de notre diac. Si je résume les caractéristiques de notre diac, il est passant dans les deux sens, donc il pourra laisser passer du courant alternatif. Il aura une tension d'amorçage, une chute de tension une fois qu'il est amorcé, et un courant de maintien, sinon il y a désamorçage du diac. Et donc tout ça dans les deux sens. À cette théorie, il est temps de passer à la pratique. Le diac que je vais utiliser pour ces expériences, c'est celui-ci, c'est le 1N5758. Il n'a que deux broches, et comme il est passant dans les deux sens, il n'a pas de sens de branchement. Voici le schéma du montage de ma première expérience. On va simplement allumer une LED bleue, sachant que cette LED bleue aura besoin de 3 volts pour s'allumer. Je vais pour ça utiliser une alimentation stabilisée en courant continu, dont je vais faire varier la tension. Et le but de ce montage est tout simplement de trouver la tension de seuil, ou plutôt d'amorçage, de mon diac. Pour ça, je vais brancher un voltmètre aux bornes du diac. Je vais faire monter la tension de mon alimentation continue et voir à partir de quelle tension la LED s'allume. Comme on a vu tout à l'heure que quand le diac va devenir passant, il ne limitera plus le courant qui peut le traverser, il va falloir donc qu'on mette une résistance pour que quand le diac sera devenu passant, il y ait quelque chose qui limite le courant dans notre circuit. Donc je mets une résistance en série avec le diac et la LED de 1770 ohms. Voilà le circuit sur la breadboard, le diac, la résistance de 1770 ohms et la LED bleue. Je viens brancher les deux sondes de mon voltmètre aux bornes du diac. Je règle mon multimètre en position voltmètre. J'utilise une alimentation stabilisée flottante
Gopher, et je vais commencer par la régler sur 10 volts. Je mets sous tension, et qu'est-ce qui se passe? On voit que la LED reste éteinte, mais qu'aux bornes du diac, on a une tension de 7,8 volts. Donc ça veut dire qu'on est forcément en dessous de sa tension de déclenchement. Maintenant, je vais tout simplement augmenter la tension de l'alimentation par pas de 1 volt pour voir à partir de quel moment la LED s'allume, et en même temps on va surveiller la tension aux bornes du diac. 11 volts, 12, 13, on voit que la tension aux bornes du diac augmente également. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, mon alimentation délivre du 19 volts. Et on voit qu'aux bornes du diac, on a 16,75 volts. Et qu'à cette tension-là, le diac est toujours bloquant. Je continue de monter. 20 volts. Donc là, j'ai 17,7 volts aux bornes du diac. La LED est toujours éteinte. Je monte encore de 1 volt. Et hop là, regardez ce qui se passe. La LED s'est allumée. Et la tension aux bornes du diac a chuté à 8,8 volts seulement. Donc ça veut dire que la tension d'amorçage de ce diac est d'environ 18 volts. Et voyez maintenant ce qui se passe si j'abaisse maintenant la tension de l'alimentation. Voilà. Par exemple à 18 volts, on voit qu'on est à 9,41 volts aux bornes du diac et pourtant il reste passant. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que même en dessous de sa tension d'amorçage, une fois que le diac est amorcé, le diac reste passant. On voit qu'à 15 volts, on a environ 11 volts de tension aux bornes du diac qui reste encore passant. Et on voit que si je continue de baisser la tension, hop, voilà, à 14 volts, la LED s'éteint. Elle s'éteint parce que le diac est devenu bloquant, et le diac est devenu bloquant parce que le courant le traversant est devenu inférieur à son courant de maintien. Je vais tout simplement maintenant mettre le voltmètre aux bornes de la résistance pour pouvoir calculer le courant qui traverse l'ensemble du circuit. Je viens changer les sondes de mon voltmètre. Je viens les mettre non plus aux bornes du diac, mais aux bornes de la résistance. Je connais la valeur de ma résistance, 1770 ohms. Le voltmètre m'affichera la tension aux bornes de la résistance. Et avec la formule U égale RI, je pourrai calculer I qui est le courant traversant l'ensemble du circuit. Je rallume mon alim. Je remonte à la tension suffisante pour rendre le diac passant. Voilà. Ici, je viens lire la tension, cette fois aux bornes de la résistance, 9,43 volts. Et maintenant, je vais faire redescendre la tension de l'alimentation juste avant que le diac revienne bloquant. C'était vers 15 volts. Voilà, on voit qu'à 15 volts, on a 1,52 volts de tension aux bornes de notre résistance. Avec la formule U égale RI, on trouve un courant de à peu près 0,9 mA. C'est-à-dire 1,52 divisé par 1770, ça fait à peu près 0,9 mA. Ce qui veut dire qu'à 0,9 mA, on est encore au-dessus du courant de maintien. Maintenant, si je descends encore la lime, hop, à 14 volts, voilà, on voit que le diac est devenu bloquant, puisqu'on est descendu en dessous de son courant de maintien. Donc, pour faire simple, on va dire que le courant de maintien de ce diac, IH, est à peu près de 0,9 mA. Je vous propose maintenant une autre expérience avec un deuxième circuit. J'ai juste deux résistances, une LED, le diac, un condensateur et un buzzer. Je mets mon alim sous tension et je monte la tension jusqu'à rendre le diac passant. Et voilà. On voit qu'à partir de 25 volts d'alimentation, on a un phénomène d'oscillation qui se produit. J'ai tout simplement fait un oscillateur à relaxation. Je vais vous montrer le schéma de ce montage et vous expliquer comment ça marche et pourquoi on a une telle oscillation. Ici, j'ai mon alimentation en courant continu de 0 à 32 volts. Ici, une première résistance de 10K. Ici, une deuxième résistance de 100 ohms. Ici, un petit condensateur polarisé de 100 microfarads qui peut supporter jusqu'à 25 volts. Ici, le diac dont la tension VBO, la tension d'amorçage, on l'a vu tout à l'heure, était de 18 volts. Donc ce condensateur en 25 volts suffira, parce que forcément, à partir de 18 volts, le diac devient passant. Ici, j'ai un petit buzzer actif 5 volts, et ici, ma LED bleue.
Alors voyons maintenant comment ça marche et pourquoi le circuit oscille. Tant que la tension délivrée par l'alimentation ne permet pas au diac d'être passant, d'être amorcé, c'est-à-dire 18 volts à ses bornes, le diac restera bloquant, donc le courant ne pouvant pas traverser le diac, il va traverser la résistance et charger le condensateur. Le condensateur, en se chargeant, va faire élever la tension entre ce point-là et ce point-là, et quand la tension aux bornes du diac va atteindre les 18 volts, il va devenir passant. Donc d'un seul coup, il va laisser passer tout le courant qu'il pourra, ce qui fait que ce condensateur va se décharger à travers le diac et alimenter un très court instant le buzzer et la LED à travers cette résistance. Une fois que ce condensateur sera déchargé, ce qui sera très rapide, eh bien la résistance qui est là, qui est traversée par le courant provenant de la lime, ne permettra pas de fournir à lui seul le courant de maintien suffisant pour maintenir le diac passant. Donc le courant total fourni par la lime et le peu qui reste du condensateur sera inférieur au courant de maintien. Donc le diac va devenir bloquant. En se bloquant, ça va réamorcer la charge du condensateur. Ce condensateur va pouvoir se recharger. Et à nouveau, ce condensateur, en se chargeant, va faire monter la tension à ce point-là. Et quand la tension de ce point-là sera supérieure de 18 volts à la tension de ce point-là, le diac redeviendra passant et on recommencera un nouveau cycle d'amorçage jusqu'à ce que le courant de maintien ne soit plus maintenu. Je vous montre à nouveau le montage en fonctionnement. Et si on veut que le montage oscille plus vite, eh bien il suffit de remplacer le condensateur et d'en prendre un avec une capacité plus faible. Par exemple, là je vais prendre un petit condensateur qui a seulement 22 microfarads au lieu de celui-ci qui en a 100. Alors attention à bien respecter quand même la tension maximum des fameux 18 volts. Et voilà, le montage oscille beaucoup plus vite. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, j'ai pas fait d'expérience avec du courant alternatif. D'abord parce que j'ai pas d'alim en courant alternatif, et aussi parce que quand on a compris les bases dans un sens, bah forcément, ça marche dans l'autre sens. Alors concrètement, à quoi ça sert un diac? Eh ben, vous l'avez vu à travers un premier exemple qui est l'oscillateur à relaxation. L'autre utilisation principale du diac, c'est de commander des triacs. Alors les triacs, je peux juste vous dire que c'est deux thyristors qui sont montés en parallèle tête bêche, donc à l'envers. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Je pense que je vais me pencher un peu sur le triac, voir si par hasard j'en ai en stock. Et puis si j'arrive à faire un montage sympa avec, promis, je vous le partage. Allez, salut!